Bon, du coup, je vois pas les questions, parce que je suis en plein écran aussi, hein. Mmh, ouais, de toute façon, historiquement, il y en a pas beaucoup en général des questions, hein, moins que pour les questions techniques, hein, ce qui est pas surprenant, c'est jamais, anodin que de poser des questions sur la psychologie sans, avoir l'impression qu'on s'expose ou qu'on se découvre aux oreilles des autres. Alors justement, bah, psychologie du trading, aujourd'hui, j'avais envie de parler de diversité de genre, heu, pour voir un peu comment la psychologie, a évolué, dans le trading et surtout, de voir comment elle peut nous de quelle manière elle nous impacte et par quel biais. Alors, face à la psychologie, je l'ai déjà répété plusieurs fois, on est tous, très inégaux. Pour certains, ça n'est pas une question, c'est-à-dire que le trading, s'organise, se construit, avec des échecs, avec des réussites, sans que ça impacte spécialement leur progression, en tout cas de manière, pas de manière, signifiante. Mais on n'est pas tous comme ça, on est même d'ailleurs relativement assez peu, à avoir ce mode de fonctionnement. Je petite anecdote, perso là, moi j'ai un coach, mon coach je fais du parachutisme et j'ai un coach et ce coach il a l'âge d'être mon fils en fait. Il a 25 ans et il est issu d'une famille de parachutistes et ce sont tous des machines de guerre. Ils sont tous extrêmement bons. Lui, il vient de faire, le record, du monde aux États-Unis, de formation et il fait partie de ces gens, pour qui la psychologie, en tout cas, ce qui sont les brides mentales ou les biais, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc faut pas s'étonner ou s'offusquer d'entendre pour certaines personnes que la psychologie, c'est pas quelque chose qui est problématique pour eux. Mais il reste quand même minoritaire. Alors pour nous aider, aujourd'hui, je vais faire appel aux femmes. Alors pas dans leur intervention sur le intervention non, pas dans l'intervention, mais sur les femmes dans le trading. C'est un sujet qui est assez intéressant. C'était pas mon sujet de départ, mais à force de creuser, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup à apprendre de la façon dont elles avaient appréhendé le trading et de la façon dont elles s'y étaient investies. Alors c'est pas dans l'objectif, je le dis tout de suite, c'est pas d'opposer, les performances des hommes et des femmes, de catégoriser, d'attribuer des bons points d'un côté ou de l'autre, c'est pas du tout le but. Le but, c'est d'essayer de voir ce qu'elles nous enseignent. Hem Mais avant qu'on comprenne ce qui nous différencie des femmes et ce qui, leur permet d'avancer à elles, pour qu'on puisse s'en inspirer, on va parler, des biais cognitifs. On va parler des biais cognitifs parce que ce sont eux qui sont les fers de lance de nos échecs. Ce sont eux qui sont au travail en permanence, au moment où on trade. Donc c'est eux dont on va parler, on va essayer un petit peu de les définir, d'en faire un peu le tour, de voir de quelle manière ils nous impactent. On verra ensuite, les différences de techniques qui sont appliquées dans le training en fonction des genres et là, on verra un petit peu, avec quelques études à l'appui, la façon dont les femmes, se sont appropriées, la finance, le trading, et ce qu'elles ont construit et on finira, on essaiera de faire un peu la synthèse et de voir, quelles sont les qualités qu'on à acquérir ou à travailler pour améliorer les performances de tous les traders et toutes les tradeuses. Je m'en aperçois en le lisant, je ne l'ai pas marqué. Ça ne veut pas dire que j'ai marqué tous les traders, ça ne veut pas dire que les tradeuses n'ont pas avancé, mais que les femmes qui sont entrées dans le trading et les femmes d'aujourd'hui, ça on le verra, celles qui sont dans le trading aujourd'hui ne sont pas n'importe quelle femme. Et que dans les générations de tradeuses qui vont arriver derrière, ça c'est mon postulat, je pense qu'il va peut-être y avoir quelque. Alors, on va commencer par les biais. Les biais cognitifs, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai pris une définition. C'est une définition la plus simple, mais elle n'est pas exhaustive, hein. C'est-à-dire que c'est pas, on pourrait en discuter longtemps. Donc, le biais cognitif, c'est une distorsion systématique et inconsciente dans notre manière de percevoir, de raisonner ou de juger. Nous, c'est de percevoir le marché, de raisonner sur les actions à mener et de juger les résultats. Et c'est une distorsion inconsciente, qui nous amène à tirer des conclusions de façon erronée et à prendre des mauvaises décisions. Alors, je voudrais avant qu'on aille sur les différents types de biais cognitifs, qu'on s'arrête 2 secondes sur ces mots systématique et inconsciente. Je les ai laissés, je les ai soulignés. Alors systématique, non, mais pas c'est pas alors systématique veut dire une récurrence algorithmique. Dans l dans l dans l'être humain, on pourrait dire que c'est algorithmique, que lorsqu'on est toujours soumis à une même situation,
systématiquement, oui. Non, il n'est pas censé bouger. Là, il a bougé, il est sur quoi de l'autre côté? Non, le diapo, enfin là, il est sur définition du biais cognitif. C'est ce que tu as toi aussi? Ah ouais, alors non, ça devrait bouger, normalement. Ah ouais? Alors ouais, non, ça Est-ce que tu l'as lancé en mode présentation pas ailleurs? du tout, Voilà, pas du tout. OK, je reprends on alors. voit. C'est bon là? Eh ben voilà, bah, merci. Alors je ne sais pas qui m'a répondu, mais merci. Merci beaucoup. Donc voilà, le biais cognitif, donc je vais le reprendre, c'est une distorsion systématique et inconsciente de notre manière de percevoir, de raisonner ou de juger, et qui nous amène à tirer des conclusions de façon erronée et à prendre de mauvaises décisions. La distorsion de notre perception ou de notre réflexion, elle n'est pas systématique au sens où ça n'est pas une récurrence temporelle, mais elle est systématique au sens où lorsqu'on est soumis aux mêmes stimuli, aux mêmes situations, on a à peu près les mêmes effets et donc les mêmes biais qui reviennent. Donc c'est en ça que c'est systématique. Systématique ne veut pas dire que c'est dans le temps, il y a une récurrence temporelle. Ça, c'est important de le souligner. Ensuite, inconscient. Le biais cognitif est inconscient en partie ou en totalité. Il n'est pas toujours totalement inconscient. D'ailleurs, dans les descriptions de tilt, des situations de tilt de la part des traders, on s'en aperçoit très bien, puisqu'ils disent, d'ailleurs on dit, j'en fais partie aussi, on sent qu'on ne fait pas ce qu'il faut, on sent qu'on devrait ne pas retrader, mais on ne peut pas s'en empêcher. Donc on a une conscience partielle de la situation dans le fait qu'elle se dégrade. Et ça, c'est important parce qu'on se rend bien compte qu'on n'est pas sur le bon chemin. Mais ce n'est pas pour autant qu'on arrive à avoir un effet dessus. Et ça, c'est très important de s'en rendre compte parce que euh, cette partie inconsciente, c'est quelque chose auquel vous n'avez pas accès, auquel personne n'a accès à l'inconscient. L'inconscient, on le subit. Alors, c'est un peu, faut pas voir ça non plus de manière fataliste, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on le subit que forcément on peut rien y faire. Mais on peut y faire quelque chose à rebours. On peut y faire quelque chose en mettant en place des process qui, au fur et à mesure, vont sortir de l'inconscient, vont, on va dire, mettre un peu plus dans le champ de la conscience ces biais pour qu'on puisse s'en apercevoir et au mieux y répondre, les arrêter, ou au mieux stopper, couper, lorsqu'on est face à un biais. Alors, on va maintenant voir les différents types de biais. Il y en a beaucoup. Si vous les cherchez, il y a plein de biais différents. Ils ont plein de noms différents. Et parfois, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver parce que chacun a fait un peu sa sauce là-dessus. Alors du coup, bah, comme chacun a fait sa sauce, j'ai fait la mienne aussi. C'était pas pour vous mettre un peu plus dans la confusion, mais c'était pour essayer d'avoir une espèce de cohérence. J'en ai donc sélectionné quelques-uns et pas d'autres. Le premier biais qui est intéressant, j'ai essayé de les mettre de manière chronologique, c'est le biais de récence. Le biais de récence, il est intéressant parce qu'en général, il est préalable à l'action de trader. C'est un biais qui c'est une surpondération des informations et des événements les plus récents. Ça, c'est un biais temporel, un biais qui se joue dans le temps. Ok. Tac. Si, je suis sur le biais là. Non, ça se voit pas. Si. Non, là c'est le suivant. Ok. Alors, ok. Je me suis mis en présentateur, mais je pense que ça allait. Ok. En fait, je pense que toi, tu vois ton mode présentation, mais ce que tu partages, c'est ton PowerPoint Ok. avec le menu en haut et tout. Ok. Donc là, vous voyez pas biais de récence là, hein, on est d'accord. Si, si, Là, vous le voyez. yes, mais on voit ton écran PowerPoint, pas ton écran où tu as lancé une présentation. Ok. Bon bah c'est pas, c'est comment, c'est visible ou pas? Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ah bah, maintenant si. Là, ça change ou Parce que pas? là, il est en train de tu es en train de bidouiller ton PowerPoint là, on vient de voir que tu es passé à la slide d'après et tu es remonté. Ok. Ok, super. Bon bah je vais rester comme ça, comme tout le monde s'en est rendu compte, je suis un grand spécialiste de PowerPoint.
OK, donc le biais de récence, parce que je répète, oui, c'est une surpondération des informations ou des événements récents. C'est-à-dire que c'est un biais qui se joue dans le temps et il surpondère uniquement les événements les plus récents au détriment des données les plus anciennes qui sont pertinentes. Typiquement, c'est lorsqu'on privilégie les fluctuations immédiates du coût au détriment de l'analyse du marché, que l'on a pu faire de manière préalable à sa session de trading. Donc ça, c'est lorsqu'on a fait sa petite, son petit, pardon, sa petite analyse et que lorsqu'on arrive, que dès qu'on va chercher, on va attendre le setup, certains éléments vont venir, certains stimuli, certaines informations vont venir se mettre en face de nous et on va y attribuer et on va se mettre à douter sur, la décision qu'on a prise. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que je dois partir longue? J'avais décidé de partir longue parce que j'avais des signaux qui me disaient que je devais partir à l'achat et non, finalement, je vois que ça retrace. Ah bon, bah, d'un seul coup, oui, non, finalement, peut-être je devrais vendre plutôt qu'acheter. Donc ça, c'est avant d'entrer en trade et ça, c'est important parce que ça met en évidence aussi le fait que, la situation de tilt se construit avant même d'entrer en position. Elle commence déjà. Un autre biais, le biais suivant, c'est un biais qui ressemble un petit peu, qui s'appelle le biais de troupeau, le herding. C'est lorsqu'on adopte le comportement majoritaire par crainte d'être marginalisé ou de rater une tendance collective, indépendamment d'une analyse personnelle. L'exemple type, c'est on est dans une trading room, chacun est en train un peu de parler de la façon dont le marché se comporte, certains, et puis quand il y en a deux trois qu'on dit qu'ils étaient à l'achat et puis que soi-même on recherche une vente, d'un seul coup, on commence à se dire mince, est-ce que mon analyse est bonne? Est-ce que, effectivement, est-ce qu'effectivement je ne ferais pas mieux d'inverser mon choix et d'aller dans l'autre sens? Alors que tous les éléments qu'on avait récoltés auparavant dans notre analyse nous indiquaient la direction à prendre. Ces deux biais-là, ils traduisent un manque de confiance dans la lecture du marché, dans le setup aussi et dans sa capacité à s'y fier ou à s'y astreindre. Ça, c'est important. Donc là, on n'a même pas encore commencé à trader, qu'on est déjà dans le doute. Ce biais de troupeau qui est mal, on dit troupeau parce que c'est une tendance collective, mais il n'y a pas besoin qu'il y ait 50 000 personnes, hein. Ça peut arriver aussi, si par exemple vous êtes en train de suivre des traders live, un trader très connu live, qui est sur le même, qui donne ses signaux d'entrée et de sortie et que vous êtes à contre-courant de la façon dont il trade ou que lui vous allez à l'achat et lui va à la vente, ça peut avoir un espèce d'effet comme ça d'influence. Alors bien sûr ça, je pense que tout le monde l'a compris, en fait, c'est aussi c'est aussi oublier le fait que c'est pas une vision différente du marché, c'est que par rapport à son setup, on peut, sur une tendance, soit être à contre-courant, soit aller dans le sens de la tendance. Mais quand les personnes disent: «Moi, je suis à l'achat» ou «Je suis à la vente», on ne sait pas quel est leur setup. On ne sait pas vers quoi ils tendent. Mais on a un biais qui est de s'identifier à eux et que donc par rapport à ce qu'on a nous projeté, les événements les éléments, les informations qui nous parviennent viennent comme ça être, contraires à ce que l'on attend et ça nous influence. Le troisième biais, c'est le biais d'action. Bon ça je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est. C'est la croyance qu'agir, ici trader, est toujours mieux que ne rien faire. Ça, c'est un biais, certainement le biais le plus répandu chez les traders. C'est une réaction défensive au FOMO, au Fear of Missing Out. C'est aussi une réaction défensive pour ne pas subir. C'est-à-dire que lorsque le marché, quelle que soit son évolution, enfin pas quelle que soit son évolution, si par exemple vous êtes à l'achat et que vous voyez que ça passe à la vente et qu'il y a une forte baisse sur le cours, à ce moment-là, vous avez un biais d'action qui vous dit: «Ah, j'ai dû mal lire, j'ai dû faire une mauvaise analyse, j'aurais dû me mettre, à la vente» et donc ça alimente le biais d'action. Le biais suivant, c'est le biais de confirmation ou d'ancrage. Alors ça, c'est assez spécifique et c'est aussi un des biais les plus, fréquents chez les traders et les traders. C'est la tendance à ne rechercher et à interpréter et retenir uniquement les informations
qui confirme les croyances initiales. Il est différent du biais de récence qui, lui, nous fait quitter nos perspectives. Le biais de confirmation ou d'ancrage, lui, il est là, il est en fait le meilleur copain du biais d'action parce que lorsqu'on veut absolument trader, on va rechercher les éléments, les indications, les signaux qui vont valider le fait d'entrer en position. Alors, ça fonctionne pour l'entrée en position, mais malheureusement, ça fonctionne aussi pour le backtest. Et ça, c'est beaucoup plus embêtant. Lorsqu'on fait un backtest, alors suivant, ça dépend comment il est fait. Mais si vous utilisez un algorithme que vous codez en fonction d'éléments bien précis, le backtest, il est forcément fiable puisque si c'est par rapport aux éléments que vous avez donnés, l'ordinateur, lui, vous montre les endroits où vous êtes gagnant, l'endroit où vous l'êtes pas. Si vous le faites à la main, j'ai envie de dire, il y a toujours des éléments qui vont attirer votre attention et pas d'autres et qui vont vous faire croire que dans votre backtest, il y a plein de moments où vous estimez que votre trade est gagnant alors qu'en fait, il ne l'est pas. Parce qu'il y a certains éléments qui vont vous attirer dans ce sens et c'est sur ceux-là que vous allez vous accrocher. Je prends un exemple tout bête qui peut paraître évident, mais quand on est pris dans son backtest et qu'on a vraiment envie de valider son setup, c'est ça qu'on recherche quand on fait un backtest. On a envie qu'il soit validé. On n'a pas envie de se dire: «Ah bah non, finalement ça fait 3 mois que je bosse sur quelque chose, bah finalement ça marche pas». Eh bien, il y avait un trader qui avait un win rate qui était bon, sauf qu'il n'a pas pris en compte que, il a pris tous les trades sur 24 heures. C'est-à-dire que jour et nuit. Donc, en fonction des savoir si on est sur Londres ou si on est sur New York ou si on est sur si on est sur les horaires asiatiques, c'est pas la même chose. Et lui, il n'a pas pris ça en compte. C'est-à-dire qu'il est parti du principe que dans son win rate, lui, il dort pas. Et ça, du coup, ça a complètement modifié son win rate. Parce qu'il s'est aperçu qu'en plus, en fonction des horaires, il y avait des moments où son setup fonctionnait mieux que d'autres. Donc il a fallu réajuster le win rate et surtout, ça a baissé donc la fréquence des gains, de perte aussi, mais ça a modifié. Donc effectivement, quand on enlevait ce paramètre-là, là, on avait d'un seul coup un win rate qui était extrêmement fort, ce qui était super. Mais dans l'absolu, quand on vérifie, ce qui paraissait quand même un petit peu optimiste, même si je ne suis pas un grand spécialiste des setups ou des backtests, effectivement, après vérification, il y a eu cet élément-là qui est vraiment un bon exemple de biais d'ancrage ou confirmation. Le biais d'après, c'est le biais de surconfiance. Alors vous avez vu, j'ai laissé la définition parce que c'est un biais qu'on entend beaucoup et pour moi, c'est pas la bonne définition. C'est-à-dire que à mon avis, il y a un malentendu dans cette idée. Surconfiance, ça vient de overconfidence et over, c'est au-delà de la confiance. Surconfiance, ça a tendance à dire qu'on surestime, c'est-à-dire qu'on est toujours sur un registre de confiance. Et d'ailleurs, la définition, elle dit tendance à surestimer ses compétences et donc à idéaliser le résultat de son trading. Alors, je ne connais pas beaucoup de traders, mais j'en ai quand même rencontré, parlé avec certains et accompagné d'autres. Jamais rencontré de traders qui disent voilà, moi, il n'y a aucun problème. Moi, je sais que voilà, mon setup, même quand le setup fonctionne, ils disent toujours bah, mon setup fonctionne, mais voilà, c'est pas pour autant que je sais que c'est un setup ultime et qui fonctionnera pour toujours. J'en prends pour preuve la phrase tout à l'heure, je ne sais plus si c'était Rémi ou Tony, qui disait qu'il avait peur que son algo bouge, que l'algo bouge et que son setup ne fonctionne plus. À quoi je lui répondrais qu'il trouverait un autre setup et que ça fonctionnerait certainement très bien. Mais c'est pas de la surconfiance. Voilà. L'inverse, ce serait de dire bah, moi, de toute façon, je sais que mon setup il va fonctionner à chaque fois. Il n'y a pas aucun problème. Je vais gérer les pertes sans aucun problème. Et je n'ai jamais rencontré de trader qui soit dans une surestimation de ses compétences et qui idéalise les résultats de son trading. Le trading est tellement brutal. Le trading est tellement dur que si ça ne pousse pas à l'humilité, ça ne pousse pas non plus à la surestimation des compétences. Alors, on pourra me répondre que ce qu'on voit et ce qu'on entend sur les réseaux sociaux peut faire tendre au contraire. Mais je rappelle quand même que beaucoup de personnes qui postent sur les réseaux sociaux, en estimant qu'ils ont un trading parfait et qu'ils sont très très bons, ceux-là en général, c'est qu'ils ont autre chose à vendre et qu'ils ne sont pas si bons que ça. Quand on est si bon que ça, on n'a pas besoin de vendre des formations.
Je ne dis pas que les gens qui sont bons et qui vendent des formations ne doivent pas vendre des formations, que les gens qui vendent des formations ne sont pas bons. Je dis que parmi la grande majorité des gens qui ont une attitude comme ça, un peu de surconfiance, c'est pas, dans leur trading, c'est qu'il y a une intention derrière. Je lui préfère le biais de toute puissance. Alors ça, vous ne le trouverez pas, alors peut-être quelqu'un l'a déjà marqué, mais moi, je préfère comme ça et le terme de toute puissance. Et en anglais, on dit omnipotence et en français aussi, il y a le terme omnipotence. Mais c'est un terme qui ne me convient pas non plus. Mais je le garde quand même parce qu'il est plus proche que sur confiance. Et c'est la croyance illusoire en sa capacité à tout contrôler et influencer. Alors vous allez me dire, mais en quoi c'est différent de ce que j'ai dit avant? Eh bien, en fait, ça renvoie au tilt. Ça renvoie à ce moment où on veut beat the market. Ça renvoie à ce moment où on se dit: «Ah c'est bon, ça fait 3 fois que, ça fait 2 trades qui ont pas été bons. Là, j'ai perdu, je suis pas encore à mon daily loss, là il frappe, tant pis, je change les règles, ça va passer, heu et je vais pas, me faire attraper par le marché». Et c'est donc une croyance illusoire que malgré les signaux qui sont devant nous, on va, par notre action, réussir quand même. Alors la pire des situations, c'est quand ça marche. Ça, je l'avais déjà dit, je crois, dans une intervention que j'avais faite. Le pire des mauvais trades, c'est, celui qui n'était pas prévu et qui fonctionne, mais qui est hors plan. Parce que celui-là, il va vous créer d'autres biais. Donc, ce biais-là, de toute puissance, il est très important parce que c'est celui qui est le plus, à l'ouvrage lorsque, vous êtes en tilt. C'est un biais de toute puissance. Le dernier biais que j'ai gardé, enfin dont je voulais parler, c'était le biais de résultat. Le biais de résultat, il est intéressant parce que le biais de résultat, il juge c'est juger la qualité d'une décision sur son issue finale. Un trade gagnant est vu comme nécessairement bon, sans tenir compte de la justesse, ou non du processus, qui l'a mené à cette décision. C'est un petit peu la conséquence, du biais de toute puissance lorsque, vous passez un trade hors plan, chargé comme un missile, et que ça passe et que finalement vous retournez dans le vert et que vous cramez pas votre compte et que vous retrouvez en gain et vous vous dites: «Bah, c'est passé». Donc ça, c'est un biais de résultat. C'est de se dire: «Bon, bah, c'est bon, finalement ça passe. Finalement ça passe, donc si je l'ai fait une fois et que ça marche, c'est que je peux le refaire. C'est que ce trait n'était pas si mauvais». Alors, c'est un biais particulièrement insidieux parce que si au mieux vous êtes conscient que vous avez fait n'importe quoi et que vous avez juste eu de la chance, dans d'autres situations et d'autres cas, ce biais peut venir semer le doute sur votre setup. C'est-à-dire, vous vous dites: «Oh, j'ai fait un trade incroyable» et vous allez essayer sur ce trade, d'essayer d'isoler des informations, un algo, presque un algorithme que vous allez essayer de retrouver en vous disant: «Ce trade était absolument incroyable, il faut que j'arrive à reproduire ce trade-là ailleurs». Et là, vous sortez complètement de votre trade et là, vous commencez à essayer de créer un nouveau setup qui est tout à fait possible. Mais a priori, c'est pas, à travers ce genre de trade que vous allez trouver, les meilleurs setups. Là, je m'avance un petit peu, mais je pense pas. Alors, voilà, ça c'est les biais qui me paraissent que j'ai vus le plus fréquemment et où j'ai lu aussi, qu'ils étaient, enfin j'ai lu dans les témoignages des traders et des tradeuses, qu'ils étaient, assez forts et ils se présentaient avec beaucoup de force. Alors, je ne sais pas si vous l'avez compris dans mon exposé, mais les biais cognitifs sont souvent liés entre eux. Ils peuvent s'additionner, ils peuvent se compléter ou ils peuvent se déclencher en cascade. Je reprends l'exemple de la trading room, tout le monde est à l'achat et vous avez décidé d'être à la vente. Alors vous doutez de votre choix. Là, vous avez un biais de herding, un biais de troupeau, et vous entrez en position, vous, à la vente, et vous faites prendre votre stop. Et bien à ce moment-là, le fait que vous soyez prendre votre stop vient confirmer le doute que vous aviez d'être à la vente. Et à ce moment-là, le biais de confirmation vient de renforcer la force du biais de herding. Donc il y a comme ça une interrelation, une interdépendance entre les biais qui font que ces biais, ils se nourrissent les uns les autres et ils s'interconnectent et ils se renforcent. Alors, ce que j'ai fait, là aussi c'est une hypothèse de mon côté, heu, j'ai essayé d'en isoler, non pas un algorithme, mais un cycle. Un cycle sur la façon dont,
dont la situation se dégrade auprès des traders et dans lesquels on arrive en tir. Donc, j'ai commencé donc ce cycle par l'émergence des biais psychologiques qui nous font prendre des décisions impulsives et moins rationnelles, qui nous poussent à ne plus respecter nos règles, et notre setup et qui emmènent des pertes non incluses, vous avez vu, je l'ai mis en bien gros, dans le plan. Et ces pertes non incluses dans le plan amènent une baisse du win rate, créent de l'overtrading. On va se remettre à trader énormément. Et cet overtrading va amener des pertes qui vont amener une baisse du profit and loss. Là, on va avoir un renforcement des biais psychologiques, c'est-à-dire les biais qui étaient émergents. Il y a un renforcement, voire une addition. Il y a probablement d'autres biais qui peuvent entrer en ligne de compte. Et à ce moment-là, on prend à nouveau des décisions impulsives, rationnelles, etc., etc. Je me suis risqué à faire un schéma. Alors, il n'est pas hyper lisible, mais comme là au moins vous allez voir ma souris, voilà. Voilà comment ça pourrait, je dis bien, fonctionner. On commence par les biais psychologiques, donc j'ai dit biais de troupeau au début, le biais de récence, et puis il y a voilà, ça ressent du stress, des émotions, des craintes. On prend une décision impulsive, par exemple, on part à la vente au lieu de l'achat, ce qu'on avait prévu. Donc on effectue des trades qui sont dans le non-respect du setup. Ces trades donc amènent des pertes hors plan négatives. Conséquence, baisse du win rate, overtrading, baisse du PNL. Et à ce moment-là, renforcement du stress et de l'impulsivité. À nouveau, renforcement des biais psychologiques, et on recommence. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. La seule sortie, les sorties possibles de ce genre de situation sont, là je pèse mes mots, au mieux un compte qui est cramé, au pire, une sortie en gain. Je ne me suis pas trompé, hein. Donc bien, au mieux, un compte cramé, au pire, une sortie en gain. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avoir des réussites sur des trades hors plan, alors quand je dis hors plan, hein, je ne parle pas voilà, j'ai sorti 2 ticks au-dessus ou on a fait bouger un petit peu, ou l'entrée est un petit peu décalée. Je ne parle pas des mouvements, je ne parle pas forcément de quelque chose d'ultra strict. Je parle vraiment du trade où on a changé son sens, on est passé de l'achat à la vente, on a utilisé d'autres signaux que ceux qu'on utilise habituellement. On a changé sa taille de position, et qu'on ne respecte plus le money management. Eh bien, lorsqu'on agit de la sorte, ça crée encore plus de doutes par rapport au setup de base. Ça vient évidemment faire bouger les stats, et donc c'est ce qui est très délétère pour le trader. Quand on crame un compte, c'est regrettable, mais c'est malgré tout le seul, il y en a qui crament plusieurs comptes, hein, il y en a qui peuvent aller jusqu'à, enfin, qui s'arrêtent pas, hein, qui sont capables d'être dans le revenge trade, voilà, jusqu'à plus soif. Chacun a son niveau auquel il s'arrête, d'autres arrivent à s'arrêter très tôt, d'autres non. Mais c'est un signal de cut, c'est-à-dire, les Américains disent, enfin les Anglais ont dit you're cut, ça veut dire tu es sorti. Hop, on est sorti et ça coupe un peu la spirale. Alors c'est une douche froide, mais c'est quand même la concrétisation d'une attitude qui est mauvaise. Donc c'est normal que le résultat soit celui-ci. Et finalement c'est bien. Alors attendez, où est-ce que j'en suis? Ok. Alors, voilà, ça c'était pour la façon dont les biais, il faut que j'accélère un peu. La façon dont les biais peuvent, comment ils s'organisent, quels sont-ils, comment ils s'organisent. Alors maintenant je voudrais essayer de voir comment on peut essayer de sortir un peu de ces biais, et là je vais faire appel au trading, à ce que j'ai pu étudier des femmes dans le trading. Alors, j'ai fait une affiche, volontairement un peu provocatrice, mais parce qu'elle est intéressante et je voulais en discuter avec vous. J'ai mis «Women are better» et puis vous avez vu, j'ai barré chez «Women do it better». C'est la phrase vraiment qui s'utilise aux États-Unis pour plein d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de savoir si on est meilleur, il s'agit de savoir comment on fait. Et les femmes, historiquement, de la façon dont elles ont appréhendé le trading, il y a beaucoup de choses très intéressantes, qui peuvent nous apporter beaucoup et qui peuvent peut-être nous aider à éliminer certains de nos biais. Alors, pour vous donner une idée, je me suis basé sur des études qui ne sont pas des études sur le trading. Il y a très peu d'études sur le trading en tant que tel, le trading tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Là, je me suis basé sur des études sur les performances en investissement des femmes. Elles datent un peu, mais elles sont quand même assez représentatives, et de ce que j'ai pu lire ou de ce que j'ai pu écouter,
je trouve que c'est un bon point de départ et dont on peut extrapoler aussi une façon de trader. Alors je ne dis pas les femmes, je dis certaines femmes, parce que ça n'est pas le cas de toutes les femmes qui font du trading. Elles sont aussi exposées aux biais cognitifs, les mêmes biais cognitifs que nous, mais peut-être différemment, et elles ont une façon surtout de les gérer qui est différente. Euh, alors, à ce propos, je m'étais tourné vers une prop firm américaine bien connue, que je nommerai pas, pour essayer d'avoir un petit peu la stat du nombre de femmes qui traitent sur leur plateforme. Alors, en bon américain, ils ont été super sympas, j'ai beaucoup discuté avec les modérateurs et tout, c'était super sympa, mais ils m'ont pas du tout filé l'info. Ils m'ont gentiment fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas me donner cette information-là, mais ils m'avaient dit que c'était minoritaire. Ils m'ont renvoyé vers des tradeuses expérimentées qui sont très en avant sur leurs médias, mais ils m'ont pas dit. Ça, ils ont juste été capables de me dire que c'était une minorité. Alors, j'ai pris 3 études, 4 même, non 2, sur les investissements. La première étude, qui est une étude de 2001, on voit la première chose qui est intéressante, c'est de voir qu'elles font moins de transactions et qu'elles ont moins de transactions, mais qu'elles ont un rendement de 1 à 2 supérieur. Ça, c'est le résultat de la première étude. Il y a aussi une meilleure gestion du risque et de la discipline. Alors, on va voir sur le risque, comment ça s'organise, et sur la discipline aussi. L'étude de Barber et Odin, c'est une vieille étude, hein. C'est une étude américaine. Ceux qui veulent, je leur donnerai le lien. C'est assez indigeste, mais bon, c'est intéressant quand même. L'étude de Trade Republic de 2022, c'est sur les portefeuilles aussi. C'est intéressant aussi, s'il y en a qui ça se trouve assez facilement. Alors là, on y voit aussi qu'il y a, une diversification accrue, dans, le portefeuille, c'est-à-dire qu'elles ont probablement beaucoup plus d'actions différentes et qu'elles ont une appétence pour les actifs moins volatiles. Je pense notamment qu'il s'agit de la crypto, ou peut-être qu'elles ont des actions avec des rendements, voilà, des rendements, moins forts mais plus constants. Donc elles ont une approche plus prudente mais efficace par rapport à leur, façon de trader. La troisième étude, qui est une étude 2021, elle est assez intéressante. Alors je ne l'ai pas entièrement, mais c'est une étude sur 10 ans qui est intéressante, et ce qui en est ressorti, moi, de ce que je n'ai isolé, c'était le fait que les femmes ont moins confiance, dans leurs compétences. Et ça, j'ai trouvé ça, assez fort, parce que heu, malgré leur, comment dire? Malgré leurs bons résultats, elles ont moins confiance en elles. Alors là, je m'aperçois que j'ai sauté un slide. Est-ce que je l'avais mis celui-là? Je ne sais pas. Bon, je vous le remets. Mmh, l'entrée des femmes dans la finance a à peu près 150 ans. Donc elles ont commencé par être d'abord dans les sociétés de courtage, et le premier siège, à la bourse, c'est 67 pour une femme. On remarque en fait, je vais rapidement parce que là le temps passe, mais que 90, c'est les années dans lesquelles les femmes rentrent dans le milieu bancaire et financier. 2010, c'est le moment où certaines femmes sont entrées dans les postes importants dans les grands hedge funds, mais aussi dans les sociétés financières. Et 2020, c'est l'année de la démocratisation, dans laquelle pas seulement les femmes, mais les femmes ont pu accéder aux plateformes de trading avec plus de facilité. C'était plus simplement réservé à une élite ou à une niche. Mais les femmes en ont profité parce que ça se fait d'une manière aussi beaucoup plus anonyme. On est derrière son écran et qu'elles n'ont pas à se confronter, non pas elles en ont peur, mais elles ne veulent pas, ça leur permettait, par l'anonymat, de pouvoir se risquer sans être trop sous le regard des autres et surtout sous le regard des hommes. Donc c'est finalement assez récent, c'est une entrée progressive qui s'est fait d'abord par la finance tradi et qui commence maintenant à se faire un petit peu plus par la finance individuelle. Alors, quels sont les soft skills des femmes? Alors, dans les soft skills des femmes, il y a le fait elles ont moins de biais qui est lié, alors surconfiance, on ne le voit pas, mais il est barré, de toute puissance. Alors, pourquoi elles ont moins de biais de toute puissance? Mmh, c'est peut-être, là c'est une hypothèse, je ne dis pas qu'elles ne le sont pas, certaines le sont, mais celles d'aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle mesure elles le sont, mais elles le sont en tout cas moins que les hommes, je pense, parce que les hommes sont historiquement plus exposés à ce biais de par leur éducation et de par la dimension culturelle de la place de l'homme dans la société. Euh, le patriarcat a créé chez les hommes de fortes attentes de réussite, alors chez les femmes aussi aujourd'hui, parce que les femmes jouent à jeu égal, hein, donc maintenant avec les hommes, mais dans
dans les hommes, enfin les traders d'aujourd'hui. Alors je ne sais pas quel est l'âge moyen des traders sur le Discord, ça aussi ce serait intéressant de voir. Mais chaque trader a été un jour un enfant, et c'est quand on est enfant que les attentes réelles ou imaginaires des adultes s'installent dans la tête des enfants. Et ça s'observe aussi chez des garçons et filles issus des dernières générations qui ont pourtant été moins exposés aux exigences des parents. Enfin, ils ont moins été exposés. Les parents ont moins tenu ce discours de il faut, t'es un homme, il faut être fort, il faut performer, l'échec n'est pas permis. Enfin, ils ont été moins soumis à ce discours. Mais on remarque quand même que si les hommes qui ont été beaucoup exposés, surtout, enfin, on va dire jusqu'aux années 90, 2000, là maintenant on est en 2025, donc s'il y a des jeunes traders là, ils ont peut-être moins entendu le discours. Pour autant, si ce discours a été moins fort et a moins créé le lit de ce biais de surconfiance et de toute puissance, parce que le biais de toute puissance, c'est lorsqu'on on est trop soumis à l'échec et que c'est insupportable et qu'on veut à ce moment-là passer en force, c'est un passage en force, le tilt. Et le biais de surconfiance, de toute puissance, c'est un passage en force. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que les enfants issus de dernière génération, eux, ils s'identifient, s'ils ont eu des parents qui sont aussi très exigeants avec eux-mêmes, même s'ils n'ont pas entendu le discours de il faut que tu réussisses, il ne faut pas échouer jamais, l'échec c'est mauvais, il ne faut pas se tromper, même s'il n'a pas été baigné dans ce bain-là, eh ben, l'enfant, lui, il voit son pas. Et si le parent lui-même a une très haute exigence vis-à-vis de lui-même, eh bien l'enfant va, de manière, inconsciente, essayer de se caler sur le parent. Et donc va imaginer que pour pouvoir être aimé du parent, il va devoir avoir autant d'exigences vis-à-vis de lui-même. Et d'ailleurs, il va nourrir inconsciemment la croyance qu'il faut qu'il soit comme le père ou comme la mère pour pouvoir être à sa hauteur. Alors, je suis parti un peu loin par rapport à cette histoire de biais de toute puissance, mais c'est pour expliquer comment, qu'est-ce qui est à l'origine de ce biais de toute puissance, de ce passage en force. Et les hommes y ont été historiquement plus exposés, même si les femmes le sont aussi aujourd'hui. Hein. Je ne vais pas dire que les femmes ne le sont pas. Alors évidemment, les femmes, elles font jeu égal avec les hommes, et bon nombre d'entre elles subissent des fortes pressions de productivité et de résultats. Donc ça fera d'autant plus de mères auxquelles les futures générations de tradeuses s'identifieront. Donc c'est à voir si, dans l'avenir, les tradeuses qui arrivent seront plus ou moins soumises au biais de toute puissance. Alors, elles ont aussi une meilleure gestion des risques. Ça, c'est hyper intéressant parce que, ce qu'on observe dans les études sur l'investissement, c'est qu'elles ont une meilleure gestion du capital. C'est plus discipliné, elles ont une plus grande importance portée, au stop loss même quand elles achètent des actions, elles mettent des stops et elles y portent davantage attention. Donc, elles ont, une gestion aussi du capital par rapport au cash, qui est plus intéressante. C'est-à-dire qu'elles n'investissent pas tout, elles ont toujours un peu de cash pour pouvoir racheter, lorsque c'est nécessaire. Les hommes ont tendance un petit peu à envoyer le tapis, pour reprendre l'expression du poker, lorsqu'ils achètent, davantage que les femmes. Alors, dans la gestion des risques, c'est très important de ne pas penser que les femmes ne prennent pas de risques. Elles prennent des risques aussi importants que les hommes, mais elles ont une aversion pour les risques non calculés. On remarque que certaines femmes, je repense d'ailleurs au podcast d'une tradeuse qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps là, qui est sorti sur TPF, intéressant, qui fait du mince, ça m'échappe. Pas de l'intraday, qui fait du, bon bref, tout le monde a compris. Qui trade à court terme et, qui trade l'open. Merci, enfin je l'avais pas. Alors que le nom ne venait pas. Il fait du scalping, voilà, et qui trade à l'open. Bon, c'est quand même faut quand même être assez sûr de son plan et de son setup, enfin, pour pouvoir y aller, parce qu'il y a une grosse volatilité. Mais donc c'est un risque, mais c'est un risque calculé, c'est-à-dire que c'est organisé, c'est prévu. Et les femmes sont capables de prendre des risques forts, mais dans un contexte qui est prévu et qui est organisé et qui est travaillé. Elles prennent le temps d'évaluer les probabilités et de peser leurs options avant d'agir. Ce qui évite et ce qui les conduit à éviter des trades trop impulsifs ou trop risqués. Donc,
c'est une façon de, c'est important parce que vraiment il faut qu'on s'en inspire de ça. Essayer de préméditer le risque, c'est-à-dire de le prévoir à l'avance. Alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que les femmes sont moins d'émotions dans la prise de décision. Alors ça, j'ai trouvé ça génial. Les femmes ont tendance à mieux gérer le stress qui est lié au marché volatile, parce qu'elles sont plus susceptibles de suivre le plan de trading, qui est rigoureux, et donc pas dévier en raison de fluctuations temporaires. Voilà qui tord le cou au cliché sur le fait que les femmes sont plus dans l'émotion. En fait, pourquoi elles se sont pas dans l'émotion? Parce qu'elles suivent le plan. Stick to the plan. Elles ne en sortent pas. Lorsqu'on est dans l'émotion, c'est lorsqu'on est perdu, lorsqu'on n'a plus de repères. Elles suivent le plan. Donc lorsque ça bouge, elles restent sur le plan. Et elles arrivent à gérer plus facilement leurs émotions. Alors que chez les hommes, dès qu'on est hors plan, comme on est hors plan, justement, on est davantage soumis à ça. On est davantage soumis au fait que, comme on est hors plan, et ben, on a transgressé la règle qui était celle on avait établie, et qu'à ce moment-là, à la culpabilité, se mêle du stress et de l'angoisse, et on arrive ensuite à des biais de toute puissance. Donc elles sont moins subies aux émotions parce qu'elles respectent plus le plan. Alors elles sont aussi plus focus sur le long terme. Dans le cadre des investissements, elles vendent moins vite que les hommes. Elles sont capables de voir à plus long terme, c'est-à-dire qu'elles sont capables de maximiser, leurs gains, heu, elles sont capables de maximiser leurs gains, mais elles sont plus patientes. Elles attendent que les hommes veulent avoir des gains plus vite, donc ils vont tendance à vendre plus vite, et c'est une approche qui permet d'éviter des décisions précipitées ou de maximiser les performances sur la durée. Alors ça marche pour l'investissement. Après, suivant le type, là, il faut bien remettre ça, si on déplace ça sur le trading, sur le scalping, il faut comparer ça avec des time frames qui sont comparables. C'est-à-dire que, je parle d'un homme qui ferait du scalp et d'une femme qui fait du scalp, d'un homme qui fait de l'intraday, d'une femme qui fait de l'intraday. De certaines femmes, je le dis, pas toutes les. Donc ça, c'est intéressant parce qu'elles vont peut-être, je dis pas qu'elles vont moins couper leur position, mais en tout cas, elles vont peut-être vendre moins vite. Elles ont moins de comportement compétitif. Alors ça, c'est une étude qui est sur l'étude de l'investissement. Ça reste à voir, parce que les femmes peuvent être aussi très compétitives, mais comme il faut bien penser que le trading est un milieu quand même essentiellement masculin, les femmes, sont pas, je ne pense pas qu'elles cherchent à rivaliser avec les hommes. J'ai l'impression que les femmes sont entrées dans le trading à pas feutrer, tout doucement, et que sans rien dire, elles ont beaucoup travaillé, et que leur façon de dire qu'elles sont là, c'est d'accrocher leur nom, en haut du tableau, par leurs résultats. Donc elles sont pas dans un comportement compétitif, elles cherchent pas à beat the market, elles restent dans le plan, et c'est leur résultat qui parle pour elles. Elles ont tendance vraiment à se concentrer davantage sur les objectifs, et elles ne sont pas dans la forme de comparaison avec les hommes. Je serais ravi d'en discuter avec des femmes tradeuses, et de savoir, parce que moi j'ai cette question en tête, de me demander si elles n'ont pas regardé partout là où on ne faisait pas bien pour justement, voir, ce qu'elles pouvaient elles faire, et avoir des points forts là où nous on a des points faibles. Ce qui serait une attitude tout à fait intéressante et très productive. Elles ont aussi une approche analytique et disciplinée. Les femmes passent beaucoup plus de temps à analyser les données, les graphiques avant d'entrer en position. Les hommes, moins. Ils ont tendance à partir beaucoup plus vite, à prendre quelques éléments et aller davantage à avoir des jugements hâtifs et avoir plus de biais de confirmation, en fait. Et pour pouvoir aller, pour pouvoir entrer en position plus. Wow, 5 minutes, je vais y arriver. Alors, les qualités requises pour les traders et les tradeuses. Alors, le premier que j'ai mis en place, c'est la détermination. C'est quelque chose qu'on observe chez tous les traders. Ils sont tous déterminés. Mais il ne faut pas confondre la détermination et l'obstination. L'obstination, c'est pas une qualité qui est bonne, d'être obstiné. Obstiné, c'est aller dans une direction mauvaise, continuer d'aller dans une direction qu'on sait mauvaise. Et ça, c'est de l'obstination en disant, ça va y aller, ça va y aller, ça va y aller, ça va marcher. C'est pas mon setup est bon, mais j'ai des pertes, donc je suis déterminé et je continue et j'avance malgré mes pertes parce que c'est dans mon plan. L'obstination, c'est je respecte pas mon plan, je continue, je m'obstine dans ce sens. Certes, je n'ai pas envie de ne pas respecter mes règles et mon plan, mais c'est de l'obstination en disant de toute façon, quoi qu'il arrive, si je continue comme ça va marcher. Ben non, ça va pas marcher. Il faut se remettre en question. Le labeur.
Alors, le labeur, c'est un travail long, ardu, qui demande un effort soutenu, persévérant. Il évoque bien une idée de peine ou de difficulté, autant sur le plan physique qu'intellectuel. Pourquoi physique? Bah, parce que, alors nous, évidemment, ça ne nous demande pas une grande force physique que de trader, que d'appuyer sur un que de cliquer, mais physiquement, il faut être quand même, dans de bonnes conditions pour pouvoir, trader. Donc c'est surtout l'idée psychologique. J'ai mis l'aspect physique aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas qu'une tête, on est aussi un corps et qu'il faut aussi l'écouter. Mais par rapport au travail, les femmes travaillent beaucoup plus en amont, leur setup. Elles backtestent beaucoup plus. Elles beaucoup plus longtemps. Pas dire que les hommes ne le font pas, c'est qu'elles le font plus longtemps. Donc ça, on néglige un peu les hommes veulent aller au combat tout de suite. C'est-à-dire qu'ils veulent, il y a ce proverbe, certainement vous connaissez peut-être, dans le sport, on dit, «Entraînement difficile, guerre facile». Bah oui, mais il faut s'entraîner beaucoup, beaucoup, beaucoup avant. D'accord? Et peut-être que, alors je dis pas tous les hommes, mais certains hommes ont tendance à aller un peu trop vite. La discipline, ça c'est le respect des règles, du money management et du plan. Je vais pas revenir dessus, je pense que c'est quelque chose dont on parle très, très souvent. La patience. La patience, et ça, les femmes ont plus de patience que les certaines femmes ont plus de patience que les hommes et elles gagnent par rapport à ça. Ça va avec la vision aussi long terme. C'est-à-dire que, elles ont des objectifs, mais lorsque, ça marche pas, mais que c'est dans le plan, elles ne prennent pas ça comme un retour en arrière. Donc elles n'ont pas l'impression de reculer. Elles ont l'impression d'avancer. Certaines, pas toutes, mais d'avancer. Et donc elles sont pas en train de se dire: «Mais en fait je m'éloigne», en train de se dire: «J'avance». Et donc elles patientent. Elles se disent: «Ça viendra. Si je fais ce qu'il faut, si je fais ce que j'ai décidé, ça viendra». Donc elles sont patientes. Alors le prochain, c'est la réflexivité. Ça, c'est hyper intéressant. Alors j'aurais pu mettre introspection, mais le terme de réflexivité, il implique une action de soi vers soi. C'est la capacité à prendre du recul sur ses actions, à analyser ce qui a dysfonctionné et à tirer des enseignements pour s'améliorer. Donc ça, c'est très important. C'est même la base même de toute progression, la réflexivité. La réflexivité, elle permet justement d'analyser. Et ça, pour la réflexivité, qu'est-ce qui permet de faire ça? C'est d'avoir un journal de trading, de bien écrire dans son journal ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, ce qu'on a ressenti. Ça permet à froid de relire à froid ce qu'on a vécu et d'essayer de le changer. Mais pour ça, il faut le faire. D'accord. Il y a aussi la résilience, qui est la capacité à surmonter les échecs, et la modération. Ah oui, modération et métacognition. Alors modération, c'est pas être modéré, c'est se modérer. Ça veut dire quoi se modérer? Bah, je prends l'exemple, par exemple, d'un pilote de MotoGP. Quand il prend un virage, bah, il va prendre peut-être le virage à 140 km/h, c'est très rapide, ou 100, ouais, mais il va se modérer. Il n'est pas plein gaz. Il est plein gaz au moment où il sort de la courbe. Il n'est pas plein gaz tout le temps. Il se modère. Il passe à 140 parce que c'est la vitesse à laquelle il doit passer optimale. Donc il se modère. Il est capable de se tempérer. Le dernier, c'est la métacognition. Ça revient un petit peu à la réflexivité. C'est la métacognition, c'est la capacité, alors à prendre du recul, j'aurais pu le mettre avec réflexivité. C'est d'identifier les erreurs de raisonnement et de les corriger de manière proactive. Ça revient un peu à la réflexivité. Voilà ce que je peux dire. Le dernier, voilà, bon, de toute façon, on a terminé. Sur les prospectives, je pense que ce serait intéressant pour en parler. Heu, mais voilà, en 2 phrases. Le syndrome d'Eldorado, c'est pas quelque chose que vous écouterez, c'est quelque chose qui a à voir avec la place qu'a le trading pour vous. Eldorado, c'est nos croyances dans le trading. C'est derrière la liberté financière, qu'est-ce qu'on y met? Parce qu'effectivement, le trading, c'est une belle, il y a plein de belles choses. Ça peut permettre vraiment des choses incroyables, mais ça ne va pas vous réparer et il y a plein de choses dans vos attentes vis-à-vis du trading que vous n'aurez pas. Et c'est important d'essayer d'en faire le tri. Vous n'allez pas vous réparer si vous avez des souffrances avec le trading, même si vous réussissez dedans. Voilà. Comme je l'ai dit, dans ma première intervention, c'est pas parce que vous réussissez dans le trading que vous vous sentirez bien, c'est parce que vous vous sentirez bien que vous réussirez dans le trading. Pour ce qui est du syndrome de Jonas, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler un autre moment, c'est sur la peur de perdre. C'est, la raison pour laquelle on s'auto-sabote, c'est la peur qu'on a de pouvoir habiter une position dans laquelle on va avoir des responsabilités et vers laquelle on va pouvoir, acquérir, certaines capacités et certaines responsabilités. Comment accéder à l'autoréalisation? C'est le syndrome de Jonas, mais j'en parlerai une fois parce que là, j'ai déjà dépassé. Merci beaucoup de m'avoir écouté.